L'Union européenne que nous allons étudier maintenant concentre 40% des échanges mondiaux, ce qui en fait une grande puissance commerciale. Elle a aussi 26% du PIB mondial, alors que les États-Unis n'en ont que 22%. Donc on voit à quel point l'Europe, qu'on considère quelquefois à tort comme une zone secondaire, est une grande puissance économique. Ce résultat semble être la conséquence d'un choix spécial économique qui est une intégration de 27 pays, au départ fort différents. En effet, cette Europe, qui a commencé à 6 et qui est actuellement à 27 pays, est passée par une union douanière, le marché commun, pour arriver à un marché unique et se termine actuellement par une union monétaire avec pour une partie des membres une monnaie unique. Donc voyons comment cette intégration réussie en grande partie a permis à l'Europe de devenir une grande puissance économique. L'Union européenne est un acteur majeur de l'économie mondiale. C'est un acteur majeur à cause d'une part de son poids démographique, mais surtout de sa puissance économique. Voyons le poids démographique ici. On s'aperçoit que l'Union européenne à 27 comporte 500 millions d'habitants. C'est plus nettement que les États-Unis ou que le Japon. C'est évidemment moins que la Chine avec son milliard 300 millions. Mais en fait, quand on regarde ce qu'est le PIB en parité pouvoir d'achat 2005, c'est-à-dire déflaté depuis 2005 et en parité de pouvoir d'achat, on s'aperçoit que finalement c'est encore une fois l'Europe à 27 qui a le PIB le plus important. Pas de beaucoup, certes, puisqu'il y a 13 806 milliards de dollars PIB, mais juste derrière viennent les États-Unis, et loin derrière, malgré le 1 milliard 300 millions d'habitants, eh bien ce 1 milliard 300 millions d'habitants ne produisent que 9 103 milliards de dollars. Donc cela veut dire que les Européens ont une productivité largement supérieure à celle de la Chine, mais on voit que les 500 millions d'Européens font à peine mieux que les 300 millions d'Américains. Ça veut dire que la productivité européenne est inférieure à celle des États-Unis. Donc, malgré tout, une population importante est le principal PIB de l'ensemble du monde. Voyons maintenant ce que l'on peut dire au point de vue commercial, car l'Europe est un carrefour commercial, certes. Le cercle est le plus important que l'Amérique latine, plus important que l'Amérique du Nord, plus important même que l'Asie. Ça veut dire que donc c'est la principale zone de commerce. Et la flèche bleue indique le trafic intrazone, avec le chiffre du trafic intrazone. Et on voit que là encore, c'est l'Europe qui l'emporte sur les autres grandes zones commerciales qui peuvent exister. Donc une zone commerciale de première grandeur et un trafic intrazone qui est le plus important du monde. En ce qui concerne les IDE, c'est-à-dire les investissements directs à l'étranger, on s'aperçoit que l'Union européenne à 27 est celui qui a les plus forts IDE, que ce soit les IDE sortants, que ce soit les IDE entrants. Quand il s'agit des IDE sortants, on voit ici que les entreprises européennes cherchent à s'internationaliser en ayant des IDE sortants importants, plus importants même que les États-Unis. Et quand on regarde ici pour les IDE entrants, on s'aperçoit que l'Europe devance de loin la Chine et devance même les États-Unis, donc elle est attractive pour les entreprises étrangères qui veulent venir s'y installer. Donc au point de vue IDE, au point de vue financier, l'Europe est une zone attractive et une zone qui s'internationalise. L'Europe économique s'est faite en plusieurs étapes. On est passé du marché commun à la monnaie unique.
Comment ça s'est-il passé? La toute première étape s'est passée même avant que l'Europe, à proprement parler, existe. En effet, en 1950 a été créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, et la CECA réunissait donc les tout premiers pays qui vont former l'Europe, c'est-à-dire les 6 premiers, la RFA, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et cette communauté économique européenne, qu'on a appelée donc la CECA, supprimait toutes les barrières douanières et toutes les protections pour ce qui concernait le charbon et l'acier. Or, c'était très important parce que, après la guerre, le charbon et l'acier, on le sait, c'était la base de la construction des armes. Et après la guerre, pour faire la paix entre la France et l'Allemagne, eh bien, il était intéressant de pouvoir mettre en commun le charbon et l'acier et d'en faire une entité supranationale, montrant ainsi que la paix, c'est vraiment le but qu'on voulait atteindre. La deuxième étape, c'est la communauté économique européenne, la CEE, qu'on a appelée en fait le marché commun. Pourquoi passer au marché commun? En fait, les pères fondateurs de l'Europe voulaient une Europe politique, une Europe supranationale, une communauté européenne qui ressemble en fait aux États-Unis. Ça n'a pas été possible. En fait, il y a eu un tout premier échec. Ça a été celui de la CED, la Communauté européenne de défense, et cela a montré qu'il était très difficile de faire une véritable Europe supranationale. Donc, qu'a-t-il été décidé? Eh bien qu'on allait s'occuper essentiellement d'économie parce que c'était plus facile de faire l'Europe économique que l'Europe politique, sociale, etc. Donc, le marché commun est mis en place. Il est mis en place par le traité de Rome en 1957. Qu'est-ce que c'est que ce marché commun? C'est d'abord une union douanière, c'est-à-dire qu'on a supprimé toutes les barrières douanières entre les 6 pays qui vont former le marché commun, et on va mettre un tarif extérieur commun, le TEC, c'est-à-dire que toutes marchandises venant de l'extérieur de ces 6 pays devront payer une taxe, quel que soit le pays par lequel cette marchandise va entrer, et cette taxe est commune à l'ensemble donc des 6 pays. La CEE va commencer à créer quelques institutions supranationales, donc on passe légèrement au-dessus de l'économie, puisqu'on essaye de faire un petit peu de politique, entre autres la Commission européenne, nous verrons exactement de quoi il s'agit un peu plus loin, le Conseil européen et le Parlement européen. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une volonté politique qui reste à l'arrière-plan, mais qu'il est très difficile de développer. Qu'est-ce qui a pu quand même se faire? Les politiques agricoles, avec la PAC, la politique agricole commune. Il y a une politique commune de transport, une politique commerciale extérieure, et donc en fait, il y a quelques politiques qui ne sont plus nationales, mais supranationales, c'est-à-dire dans ce cas-là, européens. Le troisième acte est vraiment l'acte très important, ça a été la création du marché unique, par l'acte unique qui a été adopté en 86 par l'ensemble des membres de la CE de l'époque, et cet acte unique va donc faire ce qu'on a appelé le marché unique ou le grand marché. C'est-à-dire que cette fois-ci, toute circulation de marchandises se fera absolument sans aucun contrôle ni aucune taxe entre tous les pays de la CE, qui à cette époque-là s'étaient agrandis, que les services eux aussi pourront circuler librement, ainsi que les capitaux, ça c'était un élément fondamental. On commençait à déréglementer tout ce qui concernait les capitaux qui vont pouvoir circuler en Europe sans aucun contrôle, et des hommes. Les États membres espèrent de cela que cela va créer une concurrence beaucoup plus importante, puisque ce sera une concurrence entre tous les membres de la CEE, et que ça va créer une espèce de logique de spécialisation. Les pays, face à cette concurrence importante, vont se spécialiser dans ce qu'ils ont de meilleur, et ainsi donc certainement gagner en productivité, ensuite avoir des économies d'échelle, puisque au lieu d'avoir comme marché le seul pays, il y aura l'ensemble des pays de la CEE comme marché, et donc la possibilité, grâce à ces économies d'échelle, de faire baisser le prix unitaire, donc de faire baisser l'ensemble des prix et d'avoir une croissance beaucoup plus dynamique parce que d'avoir une compétitivité importante.
Le dernier, c'est l'Union économique et monétaire, l'UEM. L'Union économique et monétaire est signée en février 92, c'est le traité de Maastricht. Et ce traité de Maastricht va lancer un projet très ambitieux, puisque ce projet, c'est non seulement une union économique, mais monétaire. C'est-à-dire l'idée venait que l'ensemble de ceux qui auront signé le traité de Maastricht arriveront en 99 à n'avoir qu'une seule et même monnaie, l'euro. Au départ, l'euro rentre en action pour les entreprises au niveau financier, mais ensuite, en 2002, les particuliers pourront eux aussi avoir des euros puisque les pièces et les billets pourront circuler. Donc on se laisse quand même, vous voyez, beaucoup de temps, on est en 92 et c'est en 2002, donc 10 ans après, que la monnaie unique sera réellement adoptée. Les banques centrales de tous les pays qui adoptent l'euro vont fusionner pour former une seule et unique banque centrale qui sera la BCE, la Banque centrale européenne. Donc on est parti d'une union entre le charbon et l'acier pour passer à un marché commun, puis à un marché unique et finalement à une union monétaire. Pourquoi faire une monnaie unique pour l'Europe ? Eh bien, entre autres, pour dépasser le problème du triangle d'incompatibilité qu'avait mis en place Mundell. Mundell pensait qu'il était impossible d'avoir en même temps des taux de change fixes, une indépendance de la politique monétaire et la circulation libre des capitaux. On ne pouvait avoir ces éléments que deux par deux. Et il était impossible d'avoir les trois. Or, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir les trois en même temps. En effet, il pensait que s'il y avait circulation libre du capitaux et indépendance monétaire, alors il n'y avait pas de taux de change fixe. S'il y avait des taux de change fixes et circulation des capitaux, alors il n'y avait pas d'indépendance monétaire, etc. Donc, l'avantage de la monnaie unique, c'est qu'on n'avait plus ce problème d'incompatibilité. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'en fait, ça n'est pas toute l'Europe qui a signé le traité de Maastricht, d'abord parce que le traité de Maastricht était très contraignant. Il fallait avoir moins de 3% de déficit budgétaire, moins de 60% de dette et un taux d'inflation faible. Donc il est évident qu'un certain nombre de pays, ne pouvaient pas répondre à ces critères, et deux, il y en a qui ne voulaient pas répondre à ces critères, par exemple l'Angleterre. Finalement, il y a donc deux Europes. Il y a ici en jaune la zone de l'euro, la zone euro qui représente donc 17 pays, et puis il y a ceux des 27 qui ne font pas partie de l'euro, soit parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, exemple les pays de l'Est, soit parce qu'ils ne voulaient pas le faire, exemple l'Angleterre ou la Suède. Donc, on est en présence de deux Europes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà. Voyons maintenant quelle est la place de l'euro dans le système financier international. Cette place, si on la regarde au niveau des marchés obligataires, c'est-à-dire du marché des obligations, on s'aperçoit que l'euro, tout en étant de plus en plus important dans les échanges d'obligations, ne peut pas dépasser le dollar. Le dollar représente 45% des échanges au niveau des obligations. L'Europe ne représente que 31%. Donc certes, il y a une progression, on le voit ici, en partant de 99 jusqu'à maintenant 2009-2010, ici sur le graphique, mais malgré tout, cela reste la seconde monnaie, puisque à côté de cela, le yen est très peu important. Si l'on voit maintenant au niveau commercial, qui échange en euros? Eh bien, fort peu de monde. Évidemment, il y a les pays de l'euro, cela va de soi, mais même quand ce sont des pays qui font partie de l'euro, on s'aperçoit que au niveau des exportations, beaucoup certes exportent en euros, mais au niveau des importations, c'est le cas de l'Italie ici, c'est le cas de la France ici, eh bien les importations se font en grande partie encore en dollars. Certains pays, malgré tout, utilisent l'euro, bien que ne faisant pas partie
de la zone euro. C'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la Roumanie de manière très importante, c'est le cas de la Turquie qui a demandé à faire partie de l'Europe. Par contre, quand on regarde les autres, on s'aperçoit que l'euro est vraiment une monnaie extrêmement secondaire. Donc l'euro reste au niveau du commerce international une monnaie qui n'a pas encore réussi réellement à percer. Pourtant, l'euro est une monnaie forte. En effet, si on regarde la progression de l'euro en partant de 2001 ici jusqu'à 2008, on s'aperçoit que l'euro en 2001 était égal à 0,87 $. Donc le dollar était supérieur à l'euro. Et ceci jusqu'en 2003. Et puis à partir de 2003, c'est l'euro qui est supérieur au dollar, c'est-à-dire il faut plus de dollars pour avoir un seul euro, et le maximum est atteint en 2008, parce qu'en 2008, il faut 1,60 $ pour avoir un seul euro. Et même quand l'euro s'est mis à baisser, il est de toute manière supérieur au dollar, puisque en dernier ici, il faut encore avoir en 2011 $1,40 pour avoir 1 euro. Et actuellement, malgré la crise, on est donc avec un euro plus fort que le dollar. Nous verrons que cela représente pour un certain nombre de pays de l'Europe des problèmes de compétitivité pour tous ceux qui ont une compétitivité prix. Donc, on voit que l'euro, c'est une monnaie qui entre dans le système financier international, qui a une valeur importante, mais qui n'a pas encore réussi à devenir une vraie monnaie d'échange ou même une monnaie de réserve. L'Europe a beau être la première puissance économique et commerciale du monde, elle est entrée dans une zone de turbulence extrêmement importante. La crise économique a mis à jour les très grandes divergences qu'il y avait en Europe. En effet, les divergences, on va les voir à tous les niveaux, et elles reflètent les divergences économiques fondamentales. Première divergence, eh bien, les déficits budgétaires. Bon, en moyenne, le déficit budgétaire de la zone euro n'est que de 4% du PIB. Ce n'est pas très grave parce qu'aux États-Unis, c'est plus de 8%, c'est plus important aussi en Angleterre, sans parler du Japon. Mais le problème, c'est que ce déficit budgétaire moyen recouvre des grandes divergences. Ça peut aller d'un excédent de 1% par exemple en Estonie, à un déficit de 16% en Irlande et pire encore en Grèce. Donc, on voit que la moyenne ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-là et que les problèmes ne sont pas les mêmes. Du reste, on considère qu'il y a une Europe du Nord vertueuse et puis une Europe du Sud qui est une cigale, bon, qui dépense sans compter ou qui a dépensé sans compter. Et du reste, les Allemands ont parlé des pigs. Ces pigs, c'est P le Portugal, I l'Irlande, G la Grèce, S l'Espagne, Spain. Et ces pigs, eh bien, ce sont des pays qui ont trop dépensé, qui n'ont pas réussi à avoir un budget équilibré et qui posent actuellement problème. La dette publique diverge aussi fortement et seule l'Allemagne a réussi à la faire diminuer. Donc nous sommes en présence de très fortes divergences qui reflètent des divergences économiques. L'Allemagne est un pays très exportateur, alors que des pays comme la Grèce ont beaucoup de mal à exporter. Donc comment peut-on arriver à faire des politiques communes et même simplement coordonnées avec des pays aussi différents, économiquement, socialement, que les pays de l'Europe, ne serait-ce que les pays de la zone euro. Et à plus forte raison avec les pays, les 27, les pays de l'Europe. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement compliqué à réaliser. La crise des dettes publiques, en plus, va fragiliser le système bancaire européen. Et la plupart des banques européennes ont des problèmes de solvabilité, et certaines de manière très grave. Les États sont donc obligés pour l'instant de soutenir les banques et là encore se posent des problèmes parce que ce ne sont pas tous les États, ce ne sont pas toutes les banques. Donc il faut là aussi essayer de coordonner ou essayer d'accepter une certaine solidarité. Là encore, ça n'est pas facile.
La zone euro et l'Union européenne sont des zones de turbulence. La zone euro elle-même est très peu dynamique et c'est là son principal défaut. En effet, quand on regarde la croissance du PIB en volume, c'est-à-dire déflaté, on s'aperçoit que la zone euro, qui ici est en orange, a connu au même titre que les États-Unis ou le Japon, une chute vertigineuse de son PIB pendant la crise 2008-2009, mais ensuite, ces principaux pays ont su remonter la pente à peu près, tandis que l'Europe, la zone euro, est très peu remontée, et actuellement, elle est même en 2012 à une croissance nulle. On espère une croissance de 1,4% pour 2013, ce qui est une croissance extrêmement faible. Ce qui est plus grave encore, c'est la production industrielle qui a baissé comme celle de tous les autres pays. On voit la zone euro en noir et on s'aperçoit que la zone euro a eu vraiment au niveau industriel une baisse de près de 20% donc pendant la crise 2008-2009, que contrairement aux autres pays, elle a eu beaucoup de mal à se relever et qu'elle replonge actuellement. Il y a donc une désindustrialisation qui se produit, qui est extrêmement grave et qui pose le problème fondamental de la zone euro. Le résultat et la conséquence, c'est le chômage. Ce chômage, il est important en Europe et il dépasse pour la plupart des pays européens des 27, il dépasse les 10%. En effet, quand on regarde, bon, la zone euro elle-même, c'est un peu plus de 10%, mais certains pays peuvent atteindre des 25-26%. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Espagne. D'autres pays comme le Portugal dépassent les 15-16%, et c'est le cas aussi de l'Irlande. Donc on s'aperçoit que le chômage en Europe est important et parfois extrêmement grave. Plus d'un quart de la population active au chômage, c'est quelque chose qui ne s'était pas passé depuis fort longtemps. Et surtout, parmi les chômeurs, ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont les jeunes qui sont au chômage essentiellement. Et on s'aperçoit que la plupart des pays d'Europe ont un taux de chômage des jeunes qui dépasse les 15%, pour aller, dans le cas de l'Espagne, jusqu'à 42-3%, en fait presque 50% maintenant. Donc la moitié des jeunes actifs sont au chômage, et cela, ça pose un énorme problème, parce qu'une partie d'entre eux, surtout ceux qui ont des diplômes, vont essayer d'aller trouver ailleurs du travail, et donc les cerveaux risquent de partir d'Espagne. Mais l'Allemagne est un pays important et réussit à avoir le taux de chômage des jeunes à 10%. Donc on voit que certains pays réussissent malgré tout à avoir un taux de chômage moins fort que les autres, mais globalement, les résultats sont vraiment décevants. Pour une Europe qui est en crise, il y a deux politiques possibles pour lutter contre la crise. La politique budgétaire et la politique monétaire. Ce sont des politiques conjoncturelles. Et que font ces deux politiques? Eh bien, le problème de l'Europe, c'est qu'il y a d'une part une politique monétaire pour l'ensemble des pays de l'euro, quel que soit l'état de ces pays. C'est la BCE qui le mène, et la BCE va mener cette politique monétaire à travers un instrument qui est celle des taux directeurs. Ces taux directeurs sont très faibles actuellement et ils déterminent les taux d'intérêt lorsqu'on emprunte, lorsqu'on fait un crédit. Et ce taux directeur va déterminer l'inflation, c'est-à-dire s'ils sont faibles, eh bien il y a peut-être un risque d'inflation. Bon, actuellement le risque d'inflation n'est pas trop fort. S'ils sont faibles, il va déterminer le taux de change. Or normalement, quand ils sont faibles, le taux de change devrait être faible parce que l'euro ne devrait pas être très attractif, donc on ne devrait pas demander beaucoup d'euros, donc l'euro devrait être faible. En fait, ce n'est pas le cas du tout, les taux d'intérêt sont faibles, mais l'euro reste fort. Avec ces taux d'intérêt faibles, la politique monétaire de la BCE, c'est une politique expansionniste. Il y a des liquidités importantes qui vont dans le système économique pour pouvoir soutenir ce système économique.
Maintenant, voyons voir ce que cela donne. Si les taux d'intérêt sont faibles, ce qui est le cas actuellement, c'est favorable théoriquement à la consommation et à l'investissement, puisque la consommation à crédit peut se faire facilement. L'investissement, si l'on emprunte, les emprunts sont pas chers, donc ils sont normalement rentables, ce qui devrait faire augmenter la demande globale, donc la production, et ce qui devrait faire baisser le chômage. Comment se fait-il qu'on n'y réussisse pas? Eh bien parce que d'un autre côté, il y a des politiques budgétaires. Or, si la politique monétaire est unique, et elle est unique quels que soient les pays, ce qui peut quand même parfois poser des problèmes, puisque tous les pays ne sont pas égaux devant la crise, la politique budgétaire, c'est une politique qui est menée par chacun des États en fonction de la conjoncture économique dans laquelle se trouve l'État. Ça, c'est assez en théorie. Mais actuellement, beaucoup de pays, soit la plupart, surtout dans la zone euro, sont contraints par le pacte de stabilité et de croissance. Ce pacte de stabilité et de croissance avait décidé que le déficit budgétaire annuel ne devait pas dépasser les 3%, que la dette publique ne devait pas dépasser 60% du PIB, et donc que le service de la dette, c'est-à-dire ce que devait payer l'État pour rembourser tous les ans, ne serait pas trop fort. Or, actuellement, que se passe-t-il? Le déficit est supérieur aux 3% dans la plupart des pays. La dette publique est largement supérieure aux 60%, le service de la dette est très fort et pose des problèmes. Et donc, que font les pays? Eh bien, ils font des politiques budgétaires qui sont restrictives, puisque l'idée c'est il faut absolument réussir à avoir un déficit budgétaire qui soit proche des 3%, donc il faut diminuer les dépenses, il faut augmenter les recettes, c'est-à-dire augmenter les impôts, et en espérant que cela pourra faire baisser la dette publique et donc le service de la dette. Or, à partir du moment où on fait une politique budgétaire restrictive, c'est ce qu'on appelle l'austérité, il est évident que ça ne peut pas être favorable à la consommation puisque l'État va baisser ses dépenses, donc il va faire moins de consommation, il va aussi avoir un État-providence moins fort, donc on va moins distribuer d'allocations. Ensuite, au niveau de l'investissement, c'est pas bon non plus parce que d'abord les investissements publics sont déjà beaucoup moins importants et le résultat, c'est une demande qui n'arrive pas à augmenter, voire parfois qui faiblit. Donc la production suit, elle n'augmente pas, voire elle faiblit, et donc le chômage augmente. Donc on a d'un côté une politique monétaire expansive qui essaye de limiter les dégâts de la crise et des politiques budgétaires contraintes qui, elles, sont des politiques d'austérité et qui finalement font baisser la consommation ou l'investissement, ou au mieux font que ces deux n'augmentent pas, et provoquent du chômage. En fait, la politique expansionniste aurait pu compenser les politiques budgétaires restrictives, mais finalement, ça n'est pas le cas, ça n'est pas suffisant. Donc on voit que les contraintes sont très très fortes et qu'il y a interdépendance entre les deux politiques, mais que l'une ne peut pas compenser l'autre et cela pose un problème. Comment faire pour que la politique budgétaire puisse favoriser la consommation et l'investissement malgré la contrainte du pacte de stabilité et de croissance? Eh bien ça, on n'a pas encore trouvé la solution. La gouvernance actuelle n'est pas à la hauteur de la crise économique, de la crise bancaire et de la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire les dettes publiques. En fait, la crise de gouvernance de l'Europe tient à plusieurs raisons. D'abord, elle tient au fait que l'Europe a un budget extrêmement faible, donc tout à fait insuffisant pour avoir réellement une politique, et surtout à un problème de coordination. On a vu qu'il était très difficile de coordonner la politique monétaire et les différentes politiques budgétaires, et le résultat, c'est que l'Europe ne réussit pas à recapitaliser les banques de manière à ce qu'elles soient solides, donc la crise bancaire menace toujours. Et on avait parlé d'une union bancaire, mais pour l'instant, elle est très loin d'être réalisée. Et comme il y a une crise bancaire, ce sont les États qui essayent de sauver les banques. Comme les États différents essayent de sauver les banques, eh bien, ils voient leur déficit grandir puisque tout ce qu'ils prêtent
aux banques, eh bien c'est en moins évidemment dans le budget de l'État. Donc un problème parce qu'au niveau européen, on n'a pas réussi à faire une union bancaire où les banques seront responsables d'elles-mêmes et non plus, ce ne seront plus les États qui seraient responsables, mais les banques qui formeraient une espèce de caisse commune au cas où l'une d'entre elles poserait des problèmes de solvabilité. Ça n'existe pas, ça pose des problèmes au gouvernement et ça accentue la crise de la dette souveraine. Or, la crise de la dette souveraine, elle est importante pour beaucoup de pays. Bon, pour la Grèce, c'est presque insolvable comme idée, mais c'est un problème énorme aussi en Espagne, c'est un problème au Portugal, c'est un problème en Irlande, et il faudrait pouvoir apporter un soutien à ces pays qui sont en crise et qui sont au bord de la faillite, mais pour qu'il y ait un soutien, il faudrait qu'il y ait un organisme capable de soutenir justement ces différents pays qui soient capables d'emprunter à leur place et leur prêter ensuite, qui soient capables de devenir une sorte de caution pour ces pays. Or, cela n'existe pas. Ensuite, la crise économique, eh bien, la crise économique, elle freine l'activité de l'emploi et elle provoque du chômage. Or, comment soutenir l'activité si par ailleurs on doit respecter les critères. Donc à partir de ce moment-là, si on respecte les critères de Maastricht, on ne peut plus soutenir l'activité. Et en plus, cette activité risque de ne pas être soutenue parce qu'il y a une crise bancaire, que les banques prêtent de moins en moins facilement, que donc les entreprises ont des difficultés à emprunter, donc des difficultés à produire, et quand elles se trouvent devant une demande qui est pas très élevée, eh bien l'économie ne peut pas repartir. Donc on voit qu'il y a un manque, il y a une crise de gouvernance, et cette crise de gouvernance, on se demande comment la résoudre. Donc on a essayé de faire quelques éléments qui vont vers une nouvelle gouvernance. Tout d'abord, le pacte budgétaire européen a remplacé le pacte issu de Maastricht, et en fait, ce pacte est encore plus dur que le pacte de Maastricht puisque l'idée principale, c'est d'arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, ça ne peut pas vraiment aider à faire une politique de relance. Ensuite, il y a le MES, le mécanisme européen de stabilité. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que l'idée, ça serait de faire donc un organisme qui pourrait prêter aux différents États et donc qui empêcherait la faillite des États. Mais pour l'instant, la mise en marche de ce MES est très difficile et les Allemands ne sont pas tout à fait favorables à ce genre de mécanisme. Il faudrait peut-être aussi créer des eurobonds. Les eurobonds, ce seraient des obligations non plus grecques, espagnoles, françaises, italiennes ou allemandes, mais des obligations qui seraient lancées sur les marchés, qui seraient des obligations européennes, et donc qui pourraient avoir un taux d'intérêt européen, autrement dit un taux d'intérêt faible, parce que justement l'Europe est considérée comme étant quand même une grande puissance. Donc cela permettrait d'emprunter sur les marchés au nom de l'Europe et ensuite de reprêter aux pays qui, eux, sont des pays qui vont mal et à qui les marchés ne veulent pas prêter ou prêtent à des taux extrêmement élevés et ainsi ça pourrait aider ces États. Mais là encore, les Allemands ne sont pas très partants parce qu'ils ont l'impression que d'abord c'est eux qui vont en grande partie financer ce fonds, pas seulement du reste, mais enfin bon, c'est la partie principale. Et en plus, ils ont l'impression que dans ce cas-là, ils seraient garants de pays qui n'ont pas fait d'efforts jusqu'à maintenant et qui se retrouvent avec des dettes abyssales. Une nouvelle gouvernance. Ben vraiment, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de politique économique européenne à proprement parler. Il n'y a surtout pas de politique fiscale. Certains pays, comme l'Irlande par exemple, mais à plus forte raison le Luxembourg qui est un paradis fiscal, font des politiques telles
qu'ils font de la concurrence déloyale à d'autres pays en donnant des taux d'imposition extrêmement faibles, ce qui attire les entreprises qui vont naturellement faire apparaître leurs bénéfices, non pas dans le pays où elles travaillent, mais dans le pays où le taux d'imposition est le plus faible. Et donc ce sont ces pays-là qui recouvrent l'impôt et qui donc voient leurs recettes augmenter, et non pas le pays dans lequel les entreprises internationales avaient travaillé. Et puis, quant à la politique sociale, la politique du travail, elle est différente dans chacun des pays. C'est extrêmement compliqué d'arriver à un accord parce que la législation est trop différente. Donc, l'idée, ça serait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une Europe fédérale, c'est-à-dire accepter qu'un certain nombre de choses importantes se passent non plus au niveau de l'État, mais se passent au niveau européen, et donc revenir à l'idée des pères fondateurs de faire une Europe qui soit en fait les États-Unis d'Europe, où il y a un gouvernement fédéral qui est important, qui a du poids, ce qui n'empêche pas chacun des États d'avoir aussi son gouvernement, son assemblée, etc., et ses lois, mais avec un État fédéral qui soit capable de mener des politiques qui soient des politiques économiques importante contre la crise. C'est le cas actuellement aux États-Unis, où la politique budgétaire est une politique expansionniste et où la politique monétaire l'est aussi, parce que, en fait, toutes les deux se passent au niveau fédéral. Donc, certains voudraient trouver la solution dans une Europe plus fédérale.